It's been a long, cold night. Yes, sir. What do you know about it? I'm talking about myself. That's what they all do. What else do they ever talk about? So give me a rest, will you? Bonjour, bienvenue dans l'univers de Franz Kafka. Nous avons été plongés grâce à ce film qui, comme toute belle adaptation, est une magnifique trahison, tout en étant à la fois très fidèle à l'œuvre de Kafka, puisque Kafka est un auteur éminemment suggestif qui procède par évocation et par transposition dans un cauchemar. Et le film que vous avez vu dans cette adaptation, pour le coup, va mettre à distance le cauchemar, et même présenter le film, comme vous avez vu dans l'introduction, comme un cauchemar. Il a été dit que ce roman a la logique d'un rêve et d'un cauchemar. Et on entre dans le cauchemar de Franz Kafka. Donc, par ce geste, Orson Welles objective, c'est-à-dire met à distance, ce qu'il présente comme un cauchemar, et va nous permettre ainsi de trouver une autre issue que celle de Franz Kafka. Mais avant de parler d'Orson Welles, qui sera notre prochaine conférence, et de voir comment, d'une certaine manière, Orson Welles sauve le héros et donne une autre issue au héros kafkaïen, commençons par voir ce qu'est ce héros kafkaïen qui est devenu plus qu'un symbole, qui est devenu un adjectif. Et vous savez que lorsqu'on devient un adjectif, kafkaïen par exemple, ou Don Juanesque, c'est qu'on a vraiment conquis, plus que des lettres de noblesse, mais une sorte de caractère absolument essentiel. Alors, qu'est-ce que ce sentiment du kafkaïen et surtout, qu'est-ce que le héros kafkaïen? Eh bien, pour le comprendre, il me semble qu'il faut réfléchir d'abord à cette notion de catastrophe, parce que je vous propose de réfléchir à ce moment totalitaire et de voir en Joseph K. le précurseur, puisque le procès est écrit entre 1914 et 1915, très exactement juillet 1914, janvier 1915, à la frontière, à la charnière de la Première Guerre mondiale, et qu'il a été souvent dit que Kafka était visionnaire. Visionnaire, qu'est-ce à dire? Eh bien, pour le comprendre, on peut penser au mot de Nietzsche sur la question de l'intempestivité. Vous savez que Nietzsche écrit des considérations intempestives, qu'on traduit parfois par considérations inactuelles, et il donne ainsi cette définition de l'intempestivité. Il dit être intempestif, cela signifie être d'une certaine manière hors de son temps, c'est-à-dire prendre un point de vue sur son temps pour dépasser son propre temps et, en quelque sorte, en exprimer l'essentiel de l'extérieur. Donc, intempestif, en même temps, intempestif signifie, comme vous le savez, dérangeant, une personne intempestive, une personne qui ne vient pas à temps. Eh bien, l'intempestivité de Kafka, d'une certaine manière, c'est sa capacité, en 1914, à écrire certaines scènes où on voit, par exemple, des hommes qui attendent dans des grands hangars, dans des sortes de bureaux, et qui attendent un sort, on ne sait pas trop lequel, ce que Orson Welles présentera après la Deuxième Guerre mondiale, par des hommes avec des numéros matricules qui attendent à demi-nu dans des champs. Évidemment, la référence est tout à fait claire. C'est-à-dire que ce que Kafka ouvre comme abîme, c'est bien le siècle des totalitarismes, à mon avis, et dans cette loi kafkaïenne, dont on va parler, c'est une certaine forme, sans doute la quintessence peut-être, un certain type de loi totalitaire. Qu'est-ce que ce moment totalitaire et que peut-on entendre par catastrophe? Pour le savoir, d'abord, il faut se dire que nous sommes là, dans le siècle des guerres mondiales, des deux guerres mondiales,
1914-1918, 1939-45, guerres qui ne sont pas seulement mondiales, mais qui sont effectivement totales. C'est le mot de Goebbels à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voulez-vous la guerre totale? Et on voit dans les archives la réponse absolument enthousiaste et furieuse de ceux qui écoutent, oui, nous voulons la guerre totale. Donc, l'horizon de ces guerres-là n'est pas simplement la victoire ou un gain territorial, il s'agit d'autre chose, en particulier pour la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'autre chose, d'un autre horizon, d'autre forme de totalité. Et c'est pour cela qu'on peut bien parler de catastrophe. Vous savez que le terme de catastrophe, à l'origine, est un terme de théâtre, et ça signifie le retour du cœur. Strophe, ça signifie tourne, la strophe, c'est quelque chose qui tourne, et catastrophe, c'est le fait que le cœur revient après être sorti. Et c'est donc le dénouement, une partie du dénouement d'une tragédie. C'est vraiment un moment qui n'est pas à l'origine connoté négativement, et cela signifie, après disons, un événement absolument tragique et un événement qui foudroie, une sorte de bouleversement total, par extension. En tout cas, ce terme de catastrophe peut sans doute bien indiquer le sentiment éprouvé d'abord après la Première Guerre mondiale et évidemment après la Seconde. Que se passe-t-il alors? Il se passe que, comme l'écrit Paul Valéry en 1919 dans La crise de l'esprit, nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. Dans son texte célèbre, Valéry compare l'Europe aux civilisations antérieures. Babylone, Ninive sont des beaux noms dont il ne reste rien. Et il pointe du doigt le fait que désormais, il est parfaitement possible que de la civilisation européenne, occidentale, un jour, il ne reste rien. Et qu'elle soit totalement détruite dans la mesure où, considère Valéry, elle est déjà en partie ruinée sur un ensemble de valeurs essentielles. En effet, si on considère que l'Occident, comme l'écrit par exemple Max Weber dans un texte assez important qui est la préface de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est un texte qui explique le capitalisme par le protestantisme en partie, mais dans cette préface, Max Weber, c'est sur l'événement du début du siècle, à peu près contemporain d'ailleurs de Kafka, écrit que la raison pour laquelle l'Europe domine le monde, à ce moment-là, c'est vrai, c'est qu'elle a un certain usage de la raison, et qu'elle a utilisé la raison dans tous les champs. Et il explique que, par exemple, la rationalité économique, la rationalité scientifique, y compris la musique, le système tonal musical. Donc, il y a une espèce de moment, cette préface est très touchante parce qu'on voit un sociologue, un esprit critique extrêmement avisé, qui n'échappe pas à une forme d'ethnocentrisme pour expliquer la suprématie, selon lui, de l'Europe. Bref, en tout cas, le concept clé de Max Weber, c'est celui de rationalité dans l'ensemble des champs. Or, que se passe-t-il avec la raison? Cette raison, le logos grec d'abord, qui ensuite a été repris au moment de l'humanisme, surtout dans le classicisme, comme une valeur centrale, comme cartésien, c'est vraiment la raison qui permet d'accéder à la vérité. Cette raison qui, de surcroît, non seulement accède à la vérité, mais permet de contrôler le monde. Vous savez, c'est le mot de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc, par la raison, je peux arriver à contrôler le monde. Comment je peux contrôler le monde? Parce que je transforme le monde en équation. C'est-à-dire, la mathématisation du réel fait qu'au lieu de penser que le monde est composé de qualités, par exemple, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du haut, il y a du bas, qui était ce que disait Aristote, eh bien, désormais, le monde est en quantité. C'est-à-dire qu'il y a des nombres et des figures. C'est-à-dire que si vous transformez le monde en équation, au hasard E égale MC2, vous avez un pouvoir sur le monde qui est le fait que vous allez pouvoir contrôler des énergies, contrôler des forces et agir sur ce monde. Donc le projet cartésien, si vous voulez, par la raison d'accéder à la connaissance et donc à un contrôle du monde, c'est absolument réalisé pendant les siècles suivants, et en sciences évidemment et en technique donc, mais pas seulement. Et ce projet-là qui provoque une sorte d'optimisme, puisque si la raison permet d'accéder à la vérité, eh bien, nous sommes dans un progrès constant, et évidemment amplifié par les Lumières, qui imaginent bien que l'histoire est progrès, que l'histoire d'abord existe, et qu'elle est une forme d'avancée, et même une avancée, j'en ai parlé lorsque j'ai parlé d'orientation, qui permet de sauter, d'une certaine manière, une étape dans le temps avec la Révolution. Bref, la raison permet un progrès historique, et j'avais évoqué, souvenez-vous, Hegel, c'est-à-dire la raison dans l'histoire qui fait que chaque étape est un progrès par rapport à une précédente. Il y a donc des étapes successives, et plus on avance, plus on progresse. Certes, mais c'est déjà une critique que faisait Kant, certes, nous sommes de plus en plus
cultivée. Kant veut dire que nous savons de plus en plus de choses, nous avons de plus en plus de connaissances, nous avons de plus en plus d'outils techniques, mais, dit Kant, ce n'est pas parce que nous sommes de plus en plus cultivés que nous sommes de plus en plus civilisés. C'est-à-dire que le progrès technique et scientifique n'implique pas un progrès moral. Et ce qui se passe avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on peut même ajouter au contraire. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, qui peut être considérée comme paradoxale, le progrès scientifique et technique, et on le voit bien aujourd'hui, le développement de la connaissance du savoir, l'application de la raison, aboutit à des effets qui peuvent être radicalement destructeurs. On est là complètement à l'inverse de la foi du XIXe siècle encore, qui est la foi positiviste. Vous savez que le positivisme, c'est la religion de la science, pourrait-on dire. Alors, Auguste Comte, qui est celui qui a fondé le positivisme au XIXe siècle, est très mécontent que je dise cela. Pour lui, le positivisme, c'est le fait qu'on croit qu'il y a un savoir et que ce savoir repose sur des données rationnelles précises et en gros repose sur la science. Donc c'est vraiment la dimension positive, voilà, concrète, appliquée. Mais de fait, à la fin du XIXe siècle, eh bien, le positivisme apparaît vraiment comme cette foi absolue que la science va permettre de tout comprendre, de tout expliquer. À la limite, le pourquoi n'est plus le sujet. Ce n'est plus pourquoi le monde, pourquoi, qui était la question de la philosophie, hein, pourquoi le monde existe. Voilà. Pourquoi la vie, etc. Eh bien, la question est désormais le comment. Et le comment scientifique, comment faire, comment ce phénomène a-t-il lieu, etc. Donc, cette question du comment scientifique qui se déploie fait que, puisqu'en plus il y a les révolutions industrielles dont je vous ai parlé, avec le développement des sciences et des techniques, on a vraiment l'impression d'un progrès scientifique et technique massif, qui est effectif. On a l'impression qu'on le constate, et ce progrès-là, eh bien, il a, si vous voulez, il donne le sentiment qu'il est global. C'est-à-dire que le progrès de la science et de la technique est un progrès de la civilisation. C'est pour cela que lorsque survient la Première Guerre mondiale, qui est une guerre industrielle, certes, il y a eu déjà, au XIXe siècle, la guerre de sécession, la guerre des États-Unis, d'accord, du XIXe siècle, 1860-1865, qui était déjà une guerre relativement de masse. Mais avec la Première Guerre mondiale, vous avez là une guerre absolument industrielle, c'est-à-dire que vous avez une échelle, vous avez une industrie de la mort sur les champs de bataille qui dépasse absolument en dimension ce qui s'est vu auparavant. Évidemment, il y a eu des massacres, évidemment, auparavant, il y a eu des guerres à toutes les époques. Regardez Voltaire, regardez le chapitre début de Candide, lorsqu'il fait l'expérience de la guerre avec des dizaines de milliers d'hommes qui se massacrent. Donc ce n'est pas nouveau. Vous pouvez évidemment évoquer le génocide des Indiens en Amérique. Donc il y a eu, évidemment, des massacres et en nombre immense, voire par millions. Absolument. La différence, désormais, est que dans l'utilisation industrielle, cela va beaucoup plus vite. Et qu'en plus de cela, ça fait d'une certaine manière partie du projet. C'est-à-dire que là, la raison est utilisée non pas pour davantage de civilisation, davantage de moralité, davantage de paix, etc., mais vraiment dans une forme de destruction méthodique. Avec ce moment-là, il y a donc déjà une sorte de remise en cause profonde de la raison avec la Première Guerre mondiale, qui va aller encore plus loin, c'est pour ça qu'on parle du moment totalitaire et que j'englobe les deux Premières Guerres mondiales ensemble, encore plus loin, évidemment, avec la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'avec la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se joue en particulier avec l'Holocauste, c'est le fait que, désormais, il y a non seulement une industrie de la mort sur les champs de bataille, mais il y a une industrie de la mort organisée dans les camps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi au nombre de litres de gaz qu'il fallait pour tuer le plus vite possible tant de personnes, etc. Et ça n'a pas duré 6 mois, ça a duré des années. C'est-à-dire que là, les techniques rationnelles, les outils scientifiques, une industrie a absolument été pensée pour la destruction systématique de l'humanité. D'où d'ailleurs l'invention du concept de crime contre l'humanité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour désigner ces crimes inédits. C'est-à-dire que c'est autre chose simplement, si je veux dire, que les individus qui sont atteints, c'est une certaine idée de l'humanité, c'est même l'essence, pourrait-on dire, de l'humanité. Vous voyez donc comment cet idéal de raison, d'accord, qui permet de progresser, qui permet d'accéder à une connaissance
se retrouve en 2 guerres mondiales complètement invalidé. Le progrès scientifique n'est pas le progrès moral, et que la raison peut conduire à la destruction et à la catastrophe, de façon même encore plus radicale puisqu'elle est méthodique. Et c'est ce qui fait dire à certains philosophes, après la Deuxième Guerre mondiale, les philosophes de l'école de Francfort, donc 2 philosophes allemands qui ont émigré aux États-Unis, Adorno et Horkheimer, et ces 2 philosophes écrivent un ouvrage qui s'appelle La dialectique de la raison. Pourquoi dialectique de la raison? Parce que, vous savez que la dialectique, c'est l'art de la contradiction. Eh bien, ils disent, voilà, de façon totalement contradictoire, dans une formule très lapidaire, les Lumières ont engendré Auschwitz. Évidemment, pour nous, c'est un choc, parce que nous sommes des enfants des Lumières, de la Révolution française, et puis des Lumières, nous sommes dans des principes qui sont ceux des Lumières, du progrès, du bonheur, etc. Mais avec le raisonnement que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que cette raison-là, poussée jusqu'au bout, a abouti, si vous voulez, à la mort organisée, effectivement, la raison a accouché de cela aussi. Donc il n'y a pas, si vous voulez, d'absolue positivité de la raison est le bien, etc. Il y a une raison du mal, voilà, du mal organisé. Et donc, Adorno, Horkheimer, Mandel, qui la raison, disent, eh bien voilà, la raison est dangereuse, notamment dans sa logique de pureté, sa logique de radicalité, puisqu'elle aboutit à la destruction de l'humanité. Évidemment, scandale, mais vous voyez bien en termes philosophiques que cette idée est forte, que c'est une véritable critique adressée, que donc cela fait état de ce qui se joue dans ce premier moment du siècle, dans cette première partie que j'appelle le moment de la Donc, ce qui est mis en cause, c'est bien une certaine idée de la raison, une certaine idée de l'homme, de l'humanité, et cet homme qui était l'autre valeur absolument essentielle depuis l'humanisme de la Renaissance, porté là aussi par les droits de l'homme, etc., les droits de l'homme justement, eh bien cet homme qu'on a évoqué se retrouve dans la Première Guerre décimé dans les tranchées. Certains d'entre vous ont vu les Sentiers de la Gloire de Kubrick, vous connaissez les visages familiers et d'amis. Eh bien, vous avez vu comment, dans les Sentiers de la Gloire, ces hommes-là, nés en 1916-1917, se font tirer comme des lapins. Et c'est un moment assez... un moment où pivote, si vous voulez, aussi l'héroïsme, puisque tel est notre fil rouge. Puisque désormais, il ne s'agit plus d'être un héros qui meurt debout, mais bien d'arriver à survivre en étant couché, en vivant dans la boue, les poux, dans une sorte d'état qui n'est même plus l'animalité, mais si vous voulez, qui est une forme de bestialité, de revenir à un ensemble humain pour assumer une fonction de base et survivre. C'est ce qui fait que les magnifiques uniformes, d'ailleurs, qui avaient cours auparavant, c'est-à-dire avec des bandes rouges, bleues, extrêmement voyants, parce qu'il fallait arriver à la mort en héros, si vous voulez, d'accord, en soldat qui arrive et qui donc, d'une certaine manière, est dans une sorte d'éclat, et d'éclat de couleur aussi. Eh bien, ces habits-là font place à des tenues de camouflage, ce qui est complètement contraire à l'idée héroïque originelle, puisque le héros se distingue, se montre, d'accord. Il y a le drapeau, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible, comme le disait Cyrano, d'accord. Donc la cible, c'est celle qui a notamment quelque chose qui la distingue, et l'incible. Donc ici, c'est non seulement, si vous voulez, la raison et l'homme qui sont atteints, mais c'est justement l'homme dans ce qu'il a de plus haut d'une certaine manière, c'est-à-dire le héros, et ce héros, eh bien, s'effondre dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, il devient simplement un survivant couché, celui qui va réussir à se fondre et non plus à se distinguer. Donc on a vraiment ici une sorte de basculement de la transcendance, d'accord, on était debout et on se couche. C'est évidemment ce que décrit merveilleusement Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, écrit en 1933, et Céline décrit dans le début du roman, les 50 premières pages, l'expérience de la guerre et justement comment cette espèce d'idéal héroïque est complètement détruit et vole en éclats. Vous vous souvenez sans doute que le début du Voyage au bout de la nuit, le personnage principal, le narrateur, dit « ça a commencé comme ça, moi j'avais jamais rien demandé ». Et il est assis à la terrasse d'un café, et il voit, en 1914, il voit défiler des soldats, et il dit « allez, moi j'y vais, je m'enrôle ». Et son ami lui dit « mais t'es vraiment con ». Et il s'enrôle, et il y va. Et cet homme qui part avec cette idée héroïque, dès lors qu'il va faire l'expérience de la guerre, n'aura plus qu'une idée, c'est de se planquer. Donc tout faire pour échapper à cette guerre, guerre que vous trouvez aussi décrite par exemple par l'écrivain Claude Simon,
dans tout un ensemble d'ouvrages sur la Première Guerre mondiale, où vous voyez qu'effectivement, eh bien, on est, si vous voulez, on est comme dissous dans la boue et dans les éclats, les obus, etc. Un film qui montre également très bien cela, puisque cette Première Guerre mondiale est le moment dont on parle, et ça tombe bien, c'est aussi le site que vous êtes en train de pouvoir voir à la Grange à côté, eh bien, cette Première Guerre mondiale est bien décrite aussi dans le début du film Un long dimanche de fiançailles, que je pense certains d'entre vous ont pu voir, et on voit bien comment ce qui vole en éclats, c'est même le corps humain qui est démembré, parce que vous avez, avec des obus, des bombes, etc., des corps qui explosent. Cette manière de morceler, d'éclater l'humanité, vous la trouvez dans les tableaux d'après-guerre, évidemment, lorsque certains peintres, par exemple Otto Dix, vont montrer des corps complètement éclatés, démembrés, ce qu'on appelle les gueules cassées. Et la gueule cassée porte bien son nom. Vous savez que les anciens combattants après la Première Guerre mondiale sont des jeunes gens. Ce ne sont pas, aujourd'hui, les anciens combattants, ce sont des personnes en 60, 70, 80, on imagine des personnes âgées. Mais un ancien combattant en 1919, 20, il a 25 ans, 20 ans. Il a un bras en moins, il a le visage détruit, etc. Donc, l'ancien combattant, si vous voulez, s'appelle gueule cassée parce qu'évidemment, il est handicapé, il est défiguré, mais la gueule cassée, si vous voulez, ça va très loin. Ça veut dire que ce qui fait l'humanité de l'homme, son visage, eh bien, est désormais fracassé. Donc, il y a quelque chose qui s'est absolument brisé avec le naufrage de la raison, devenue une puissance de bord industrielle, avec l'idée de l'homme qui est devenue la chair à canon de façon là aussi industrielle et méthodique, et surtout avec cette guerre de position, cette guerre qui dure 4 ans pour quelques centaines de mètres, donc cette guerre qui vire à l'absurdité, et le héros, donc, je vais évidemment en parler, qui s'effondre aussi dans la boue et qui n'est plus du tout Cyrano en majesté de la fin du XIXe siècle, le rêve de gloire sur le champ de bataille, tout ce héros, si vous voulez, qui a un nom, eh bien, le paradoxe de cela, c'est que désormais il s'agit surtout de disparaître, même si certains héros évidemment gardent ont des médailles, des mérites, etc. Mais le symbole absolu de cela, je l'avais dit si vous vous souvenez dans le panorama introductif, c'est que le héros célébré de la Première Guerre mondiale, c'est le soldat inconnu. Le soldat inconnu. Évidemment, il y a des noms dans tous les villages de France, morts pour la patrie, les noms de chaque personne, bien sûr, il y a des stèles avec tous ceux qui ont disparu. Mais, au niveau, si vous voulez, national, collectif, ce soldat inconnu, eh bien, est l'exact inverse du héros qui faisait de son nom un nom de gloire, si vous voulez. D'accord ? Achille, etc. Tous les héros qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui se sont fait un nom. Le soldat inconnu, par définition, est anonyme. Et il est anonyme, et je crois vous avoir dit aussi que de surcroît, et c'est le symbole vraiment pour moi de l'effondrement du héros à ce moment-là, où se trouve la tombe du soldat inconnu, vous savez, sous l'arc de triomphe. Arc de triomphe qui signifie à l'origine le triomphe d'un empereur romain. À Rome, ça des arcs de triomphe pour chaque empereur dès qu'ils ont des victoires éclatantes. Donc c'est une évocation, si vous voulez, de la gloire militaire impériale, et en plus de ça, reprise par Napoléon, d'accord, qui donc, le héros national, si vous voulez, le grand homme qui accomplit la révolution, étant l'empire à l'échelle de l'Europe. Donc vous voyez, si vous voulez, en un siècle, on est le triomphe début du XIXe siècle, soldat inconnu tombe, soldat inconnu début du XXe siècle, vous voyez comment l'héroïsme s'est effondré, littéralement. Et quatrième valeur, au-delà de la raison de l'homme et du héros, c'est évidemment le sens qui a volé en éclats. Puisque, à quoi bon mourir? C'est ce que dira Camus, si vous voulez, quelques années plus tard, dans le mythe de Sisyphe. Dans le mythe de Sisyphe, Camus commence par la seule question qui vaille la peine, c'est le suicide. Savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Est-ce que la vie a un sens? Eh bien, la réponse pratique donnée par la Première Guerre mondiale, c'est non. La vie n'a pas de sens, puisque on peut envoyer, comme dans les Sentiers de la Gloire, se faire exécuter pour rien, même pas pour le principe, mais pour un ordre, des milliers et des milliers de jeunes gens. Donc, c'est bien la notion même de sens ici qui est mise à mal, profondément mise à mal. Et j'avais parlé, si vous vous souvenez la dernière fois, des maîtres du soupçon, qui déjà avaient fait vaciller le socle, le temps, un certain nombre de notions. Mais là, c'est l'expérience historique elle-même qui fait que le sens perd son sens. Si je veux dire. Donc,
sentiment d'absurde qu'évidemment on retrouve dans les avant-gardes, et j'en dis un mot, c'est-à-dire, puisque Kafka a influencé un certain nombre d'avant-gardes, eh bien, l'après-Première Guerre mondiale, c'est le moment où des mouvements artistiques ne seraient plus seulement, si vous voulez, des gestes artistiques, mais des remises en question du monde, parce que le monde lui-même s'est ruiné, ruine des valeurs. Par exemple, je parlais des corps disloqués et je parlais de l'éclatement de la figure. Vous prenez l'expressionnisme allemand, eh bien, l'expressionnisme allemand est absolument un monde de cauchemar. C'est-à-dire que vous avez, dans l'expressionnisme, une manière de voir déformée du réel, qui est une forme totalement subjective. Alors que pour Kafka, c'est évidemment l'hypersubjectivité qui prime. Donc, une manière totalement subjective et totalement, si vous voulez, cauchemardesque de voir le monde. C'est un mouvement qui certes commence en peinture avant la Première Guerre mondiale, mais qui vraiment se déploie en théâtre et surtout en cinéma, bien sûr, après la guerre. Et qu'est-ce qui caractérise ce cinéma? Eh bien, un monde de fantômes, de monstres, de fous. Voilà, si vous voulez, ce que sont devenus les figures de référence des humains. Il y a d'ailleurs un carton extrêmement célèbre dans un film expressionniste, qui est, donc le film c'est Nosferatu, et le carton est le suivant: passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Donc, et là, évidemment, comme souvent en poésie, les mots peuvent dire plusieurs choses. Passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre, c'est le personnage principal qui passe un pont et qui se retrouve en gros chez Dracula. Première interprétation. Deuxième interprétation esthétique, c'est-à-dire le spectateur passe le pont, si vous voulez, de la croyance et du film, il entre dans le film, et là, les fantômes, ce que sont les personnages, viennent à sa rencontre. Donc il entre dans l'univers du film, d'accord? Il entre dans un univers de fantômes, puisque ce que nous voyons au cinéma n'existe plus. Le cinéma est un art évidemment mélancolique, c'est-à-dire que, disons plutôt nostalgique, pour être précis. C'est un art d'une chose qui n'est plus, d'accord? Puisque ceux que vous voyez là, soit, même s'ils sont vivants, ne sont pas devant vous, ils ont été, certains ont disparu. Donc, à partir de là, si vous voulez, deuxième sens, on entre dans ce monde de fantômes. Troisième sens, et c'est à mon avis celui qui est le plus fort, passer le pont, les fantômes partent à sa rencontre. Je pense que c'est après la Première Guerre mondiale, on passe dans un monde de ruines et un monde où les fantômes hantent, si vous voulez. On a passé un pont, on a passé un cap, si vous voulez, on a enjambé quelque chose, et ce sera évidemment encore plus le cas avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'expressionnisme est ce mouvement qui est peuplé de fantômes, peuplé de monstres, etc., qui montre le réel dans toute sa radicale atrocité et dans son désespoir. C'est un mouvement qui évidemment, c'est un sentiment de défaite et d'échec, c'est pour ça que c'est un mouvement allemand essentiellement, c'est un mouvement européen, et c'est un mouvement plastique, c'est-à-dire où la déformation du réel passe par la peinture ou par le cinéma. Et effectivement, Kafka, à certains égards, en termes de regard, est un précurseur, en tout cas, sur la manière ultra subjective de voir le monde. J'y reviendrai. Donc, expressionnisme, je donne simplement 2-3 exemples, ou autre mouvement qui, justement, prend acte, si vous voulez, de l'absurdité du monde, le dadaïsme. Dadaïsme, mouvement européen, qui naît en 1916, en plein milieu de la guerre, par un Suisse, Tristan Tzara, qui décide de lancer un mouvement, et ce mouvement s'appelle Dada, pour une raison simple, c'est que Dada ne signifie rien. Et qu'il a choisi ce mot au hasard dans le dictionnaire, ça aurait pu s'appeler, je sais pas, le dadaïsme, voilà, ça s'appelle le dadaïsme. Et évidemment, le principe de Dada est la dislocation du sens et le fait de montrer que tout ce qui prétend avoir une portée, une visée, etc., eh bien, est complètement soluble dans la dérision, dans la critique, et donc ça donne des œuvres qui sont évidemment des œuvres tout à fait explosives, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, de façon non pas sombre comme dans l'expressionnisme, mais avec beaucoup voilà, d'éclat. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour dire que la critique du vieux monde, comme l'écrivait Rimbaud, de l'Europe aux anciens parapets, du monde d'avant, du monde d'hier, comme écrit Stéphane Zweig aussi, le monde des empires, le monde des princes, ce monde, si vous voulez, cette Europe en particulier, des empereurs qui a duré un siècle, parce que le congrès de Vienne, c'est 1815, au moment où les princes répartissent l'Europe après Napoléon, et puis
puis jusqu'à 1914, cette Europe-là, qui était l'Europe encore où vivait Kafka, au moment où il commence à faire le procès, a explosé. Voilà. Il n'y a plus la stabilité des empereurs. Et par exemple, l'un des signes de cela, au niveau de Kafka, c'est que le très vieil empereur François-Joseph meurt en 1916. Il a été une sorte de figure de père pendant des décennies. Et évidemment, la fin de la guerre, c'est également la fin des empires. Fin de l'Empire ottoman, fin de l'Empire austro-hongrois, fin de l'Empire russe avec la Révolution russe, fin de l'Empire allemand, le Deuxième Reich qui avait été l'Empire de Bismarck. Bref, l'Europe, alors, volant en déclin, mais sous une forme qu'on pourrait considérer comme positive, puisque ces empires qui se disloquent deviennent des États-nations, mais on va voir que les États-nations sont aussi ceux-là même qui vont générer la guerre après. Bref, dans cet éclatement du sens, de l'homme, du héros, des valeurs et évidemment de l'Aristote, on a bien une sorte d'énorme séisme, de catastrophe. Et cette catastrophe-là, même si les avant-gardes esthétiques en font une traduction artistique, il n'en demeure pas moins que c'est un choc puissant. Et évidemment, ce choc puissant, c'est le deuxième moment après cette question de la catastrophe des guerres et des crises, s'incarne, dirais-je, ou en tout cas se cristallise radicalement dans l'expérience totalitaire. L'expérience totalitaire est une invention du XXe siècle. Lorsqu'on dit que le totalitarisme est une dictature, on n'y comprend absolument rien. Puisque la différence fondamentale, c'est qu'une dictature s'accommode d'un certain nombre de cadres. Par exemple, elle va s'appuyer sur l'armée, sur l'Église, prenez Franco, en Espagne, elle utilise l'armée et l'Église. Elle va utiliser un certain nombre de corps pour contraindre, pour contrôler. Le totalitarisme n'est pas un projet conservateur. Il ne vise pas à maintenir un ordre existant au bénéfice d'une certaine classe ou d'une caste, etc. Non, non. Son projet est beaucoup plus radical. Le totalitarisme veut transformer le monde tout entier. C'est pour ça qu'il s'appelle totalitaire. C'est-à-dire que son but n'est pas le maintien, son but est la refonte et la transformation, et donc, d'une certaine manière, la destruction des cadres antérieurs. À cet égard, et pour nous qui peut-être disons que la révolution est une idée de gauche, le totalitarisme est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il vise à une transformation radicale du monde. Évidemment, pas dans le sens où on peut l'entendre, on peut vouloir en tout cas l'entendre. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'une structure, en l'occurrence l'État, va tout fondre, tous les sens du terme fondre, va tout fondre, tout refondre et tout restructurer. Donc, voilà l'idée du totalitarisme, admirablement analysée évidemment par Hannah Arendt, dans son célèbre essai « Les origines du système totalitaire ». Je vous invite, si cette question vous intéresse, à lire la troisième partie des origines du totalitarisme, qui s'appelle donc « Le système totalitaire ». Hannah Arendt, qui livre cette analyse quelques temps après la Deuxième Guerre mondiale, compare dans cet ouvrage, c'est un fait scandale, le totalitarisme nazi, le totalitarisme stalinien. En partie le fascisme italien aussi. Donc, je reprends une partie de ces analyses, mais je rajouterai d'autres points de vue, puisqu'il y a eu différentes analyses totalitaristes, même le concept a été critiqué. En tout cas, moi, il me paraît absolument pertinent, parce que cette forme de régime est radicalement neuve, je l'ai dit, et elle est neuve, de surcroît, parce que si on regarde auparavant les différents types de régimes, la monarchie, par exemple, l'aristocratie, la démocratie, même la dictature, eh bien, encore une fois, ces régimes s'inscrivaient dans des cadres traditionnels et des systèmes d'organisation du pouvoir. Là, le but, et c'est pour ça que c'est lié à la catastrophe, c'est de façonner un monde à une certaine image, et cette image elle-même est contradictoire et mouvante. Comment? Eh bien, d'abord, au nom d'une certaine idéologie. Idéologie, que signifie idéologie? Alors, il y a plusieurs définitions. L'idéologie, vous voulez dire que c'est une vision du monde? Manière de voir. Vous pouvez dire, c'est la définition de Marx, que c'est un reflet du monde qui se prend pour le monde, c'est-à-dire une interprétation qui pense quelle est la réalité. Et puis, et c'est la définition d'Hannah Arendt, vous pouvez dire, et c'est brillant, que l'idéologie est la logique d'une idée.
C'est-à-dire que vous prenez une idée centrale et vous allez suivre cette idée jusqu'à son ultime extrémité. Par exemple, au hasard, prenez le concept de race. Si vous considérez que le monde est structuré autour de la notion de race et qu'il doit désormais et donc s'organiser absolument par rapport à ce concept de race, vous allez tout appliquer à partir de là. Dès lors, il y a une race supérieure et des races inférieures. Et donc les races inférieures doivent être nécessairement dominées, voire exterminées, pour assurer le primat de la race supérieure. Et tout s'explique par la race. L'organisation économique s'explique par la race. Les problèmes sociaux s'expliquent par la race. Les problèmes économiques s'expliquent par la race. Les problèmes climatiques s'expliquent par la race, puisque certainement telle race pollue et donc c'est elle qui porte. Bref, la particularité de l'idéologie, et évidemment l'idéologie totalitaire, c'est qu'elle va tout expliquer à partir d'un principe. C'est ce qui justifie sa puissance. C'est pour ça que, assez souvent, il est très difficile de démonter ou de convaincre quelqu'un qui est totalement impliqué dans une idéologie, surtout dans une logique totalitaire, parce qu'il aura réponse à tout. Et d'ailleurs, même si vous contestez cette idéologie, il dira, mais oui, mais quelle est ta race? C'est parce que tu as cette race-là que tu contestes mon idéologie, etc. Donc il y a toujours une manière, si vous voulez, de répondre et d'échapper. Parce que, et c'est la particularité de l'idéologie totalitaire, elle ne tient pas compte du réel. Le réel ne compte pas face à la logique de l'idée. Le réel a tort. Ce qui compte, c'est l'idée, et cette idée-là, eh bien, elle prime, si vous voulez, totalement, et les faits ne l'invalident pas. Soit les faits sont faux, soit les faits ont été mal présentés, etc. Donc, on a une espèce de logique folle qui va jusqu'au bout, et cette manière, cette logique-là, si vous prenez par exemple le concept de classe pour le stalinisme, vous prenez le concept de nation, d'État-nation pour le fascisme, le concept de race pour le nazisme évidemment, vous voyez comment ce jusqu'au-boutisme logique, et on retrouve, si vous voulez, la raison paradoxale. Il y a une rationalité totalitaire. Elle est évidemment folle, mais il y a une rationalité. Il y a un système d'explication, si vous voulez. Eh bien, elle est évidemment extrêmement puissante, et surtout, et c'est un point important, elle ne peut survenir que dans un contexte historique précis. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait système totalitaire, il vous faut une société de masse. Il faut une société industrielle. Il faut un État qui développe suffisamment de pouvoir pour avoir le contrôle sur cette population. Vous voyez? Autrement dit, on ne peut pas penser à un système totalitaire, en tout cas au sens moderne, avant la deuxième révolution industrielle. Avant des moyens de contrôle et des moyens d'action de masse. Alors, je passe rapidement sur cette question d'idéologie, mais évidemment l'idéologie implique la propagande, implique la manière de diffuser l'information. Je ne passe sur tout ça. Je réfléchis maintenant au type de société. On va voir que c'est précisément la société de Kafka. C'est pour montrer, si vous voulez, toute la force de son analyse que je parle de ce moment totalitaire et de cette catastrophe. De quoi s'agit-il? Cette société totalitaire, c'est d'abord l'ère des masses. Il y a un ouvrage très célèbre en psychologie sociale, qui date du début du XXe siècle, 1900 pour être précis, de Gustave Le Bon, donc sociologue français, qui s'appelle Psychologie des foules. Ce petit ouvrage a été la Bible de Mussolini, de quelques autres, ça s'est passé par différents canaux. En tout cas, ce que dit Gustave Le Bon, c'est que désormais, l'ère est celle des foules. Et que la foule a une psychologie, comme on dit, très différente de la psychologie individuelle. Une foule est par exemple extrêmement influençable par des émotions. Une foule ne pense pas. Une foule fonctionne de façon érudite, etc. Donc il y a une sorte de tableau, si vous voulez, d'analyse. Et l'époque moderne, dès lors qu'il y a eu urbanisation, concentration par les industries, eh bien, il y a eu évidemment l'apparition de cette masse. Vous avez déjà parlé de la masse au moment de Horatio, si vous savez, de Cyrano, c'est-à-dire justement le fait qu'on arrive à d'autres échelles, non plus au moment où tout le monde se connaît, au lieu où voilà, l'unité d'échelle humaine, on n'est plus à l'échelle humaine, justement. On
mais à l'échelle de la masse. Eh bien, ces masses-là, la question se pose de comment les organiser. Comment organiser les masses? Est-ce que la démocratie est le régime qui permet d'organiser la masse? C'est certainement, au sens moderne, un régime des masses, mais quel est le degré d'organisation qu'elle permet? Eh bien, le problème, c'est que le système totalitaire est extrêmement efficace pour organiser les masses. Il est extrêmement efficace parce que, par principe, il va, à partir d'idéologie, axer l'ensemble de la population sur une idée, un mode de pensée, et que, par définition, il ne souffre pas le pluralisme, il ne souffre pas la pluralité des opinions, etc. Donc, vous allez devoir entrer dans un moule. Et cette société de masse-là est encadrée par un État tout-puissant, l'État total. Et cet État total déploie sa bureaucratie qui est le sujet, l'un des sujets fondamentaux de Kafka, évidemment, déploie sa bureaucratie et sa loi dans tous les champs. Dans tous les champs. Comme le dit Mussolini, je prends l'individu au berceau et je le laisse à la tombe. C'est-à-dire que l'État a un champ d'action universel sur tous les aspects de la vie. Évidemment, il n'y a plus de vie privée. Le concept même de vie privée n'a plus de sens. Abolition de la sphère publique-privée. Comme chez Kafka. Par exemple, vous prenez dans le procès de Kafka, eh bien, l'huissier ou dans l'huissier, dans les bureaux du tribunal. Phrase clé du procès, le tribunal est partout. Le tribunal est partout. Et lorsque, par exemple, Joseph K. est chez le peintre et Kafka écrit, Kafka, génial, écrit un jour, Joseph K. se rendit dans un quartier totalement opposé au quartier du tribunal. Il alla visiter le peintre Tintorelli, etc. À la fin de ce chapitre, Joseph K. ouvre la porte et il se retrouve dans le tribunal. Et c'est là que le peintre lui dit, mais nous appartenons tous au tribunal, le tribunal est partout. Si vous voulez, cette totalité, cet espace où même les points, comme le dit Deleuze, où même les points les plus contradictoires, les plus éloignés sont en fait contigus, c'est un espace totalitaire. Là où il n'y a pas d'espace privé, là où il n'y a pas d'ailleurs, où il n'y a pas d'en dehors, si vous voulez, où tout est compris, et l'espace totalitaire. C'est évidemment dans le roman 1984, je pense que vous avez lu, peut-être vu au cinéma, c'est l'idée que Big Brother is watching you, d'accord? Big Brother est en train de vous regarder. Il vous regarde tout le temps. Vous savez que dans 1984, donc une société totalitaire imaginée par George Orwell, et c'est écrit en 1948. C'est pour ça qu'il met 84, parce qu'il inverse 48 et 84, je donne dans les chiffres. Et donc il imagine cette société stalinienne, parce que le Big Brother, le grand frère, c'est en fait le petit père du peuple, et il décrit un monde où les caméras sont déjà partout. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre salle de bain, il y a une caméra qui vous regarde à travers la glace, etc. On a retrouvé un film, par exemple, qui s'appelle Equilibrium, qui est un film de science-fiction, pose la même hypothèse. C'est-à-dire que c'est une société où l'émotion a été supprimée, on mange des pilules, et il y a des caméras partout pour être sûr que vous prenez bien vos pilules et tout le monde se surveille. Parce que dans le système totalitaire, évidemment, eh bien, la peur, une dimension fondamentale, la terreur même, fait que chacun surveille les autres. Le tribunal est partout, cela veut dire aussi que tout le monde appartient au tribunal. Parole également du peintre. On peut penser que le peintre est un artiste indépendant. Non, non, j'appartiens également au tribunal. Parole du prêtre, avant les chapitres du procès, dans la cathédrale. Joseph K. tombe sur un prêtre, il parle. C'est ce prêtre qui lui raconte d'ailleurs la parabole devant la loi, vous avez au début du film, devant la loi, ceux qui la regardent, etc. Et eh bien, le prêtre conclut la discussion en disant, sais-tu qui je suis? Oui, tu es l'aumônier des prisons. J'appartiens donc au tribunal. Tout appartient au tribunal. Le tribunal est partout et chacun est partie prenante du tribunal. Donc, d'une certaine manière, nous sommes dans un système totalitaire, tout le monde est traversé par ce système, tout le monde est informé, au sens de mise en forme, par ce système. Donc, dans ce contexte-là, cette ère des masses est structurée par un État qui est un État total, qui, j'ai commencé à le dire, s'applique par la terreur, c'est-à-dire que cet État total fond tous des ennemis, il les détruit, il supprime les institutions. C'est pour ça que, par exemple, l'Église catholique a été, les églises protestantes aussi ont été évidemment inquiétées, voire en tout cas tentées d'être neutralisées par
parti nazi, etc. Donc c'est la logique du parti-État. Parti-État, c'est-à-dire une logique administrative, et en même temps une logique totalement contradictoire. Autre élément qu'on retrouve chez Kafka. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une logique, une idée apparemment univoque, et en même temps, il y a une contradiction perpétuelle, parce que cette idée est dynamique, c'est-à-dire que cette idée n'arrête pas d'avancer. Exemple, ça signifie que vous pouvez être un jour pur, et le lendemain impur. Pour l'exemple, les SA. Les SA, vous savez, ce sont les bras droits, si vous voulez, du parti nazi, et enfin, c'est le bras armé du parti nazi au début du régime nazi. Et puis, comme vous le savez, il y a un moment où les SA sont considérés comme dépassés, et il y a une nuit restée célèbre, la nuit des longs couteaux, où la SS, qui est la nouvelle branche armée, assassine tous les SA, y compris les plus fidèles, les compagnons. Et autrement dit, la logique totalitaire est une logique de mouvement permanent. C'est-à-dire que on commence par exécuter les juifs, puis les handicapés, les roms, et puis après, on va continuer avec les bruns, parce qu'il faut que des blonds, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Parce que la dynamique fait partie, si vous voulez, de la logique. Il n'est pas possible de l'arrêter autrement que par une logique externe. C'est sans fin. Et c'est pour ça que le procès s'appelle le procès. La process en allemand, c'est comme le procès en français, c'est à la fois le procès au sens du tribunal, et c'est le processus. C'est un processus. C'est-à-dire que c'est en marche. Et que ça ne s'arrête jamais. Ça continuera, et ça continuera jusqu'au moment où Joseph K. sera égorgé. Ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter de soi. La dynamique est donc une dynamique perpétuelle, et de surcroît contradictoire, je le disais. C'est-à-dire que dans le terme même de parti-État, vous avez un État et un parti, et bien dans cette logique-là, vous avez par exemple un ministre de l'Intérieur dans l'État, et puis vous avez quelqu'un qui s'occupe de l'Intérieur dans le parti. C'est-à-dire que deux personnes ont les mêmes pouvoirs qui se contredisent. Et quand vous analysez, c'est une question qui me travaille, quand vous commencez vraiment à analyser en détail un État totalitaire, vous constatez que là où il devrait y avoir une parfaite cohérence, une parfaite unité, c'est totalement contradictoire tout le temps, les pouvoirs se contredisent, les notions se contredisent, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on entre dans une loi qui est une loi absurde. Une loi absurde. Évidemment, c'est le cœur du sujet de Kafka. Une loi absurde. Une loi qui s'impose de façon totale, de façon extrême, une loi qui ne souffre aucune contradiction, une loi qui est partout, mais une loi qui n'a pas de sens. Une loi qui n'a pas de fond. C'est-à-dire qu'elle est censée avoir une direction, mais on ne sait pas d'où elle vient, d'où elle émane, on ne sait même pas quelle est sa source. Dans le procès, une des dernières phrases, c'est « Où était le tribunal suprême qu'il n'avait jamais rencontré ?» Jamais Joseph K. ne rencontrera le tribunal suprême. Jamais Joseph K. ne saura, d'ailleurs, de quoi il est accusé. Jamais. Et même, c'est pour ça que je disais qu'on est traversé par ce système, il ne demande pas. Il ne demande pas. Comme s'il y avait là une forme de mystère et que la loi est par essence énigmatique. D'un côté, il y a une obligation à connaître la loi. Joseph K. dit à un moment, je ne connais pas cette loi. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, je ne connais pas cette loi. On est censé connaître la loi, en même temps, il est impossible de la connaître et on n'a pas le droit de l'interroger. Donc, on est pris dans des injonctions contradictoires, si vous voulez. On est pris au milieu de ce réseau qui, évidemment, ne peut que rendre fou et qui, surtout, ne peut que rendre illégal. Donc, à partir de là, règne une forme de terreur. Et c'est l'autre volet que décrit Hannah Arendt, l'idéologie de terreur. La terreur, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la terreur qui s'exprime évidemment par le système policier, qui s'exprime par la surveillance perpétuelle et qui s'exprime jusqu'au bout par la destruction organisée dans les camps. Et par la guerre totale, c'est-à-dire que la guerre est une des modalités totalitaires, il y a le fameux mot de Jaurès qui est que le capitalisme porte en lui la guerre comme le rat l'a mué, c'est un mot célèbre de Jaurès avant la guerre de 14, eh bien, on pourrait dire que le totalitarisme est essentiellement guerrier. Il est dans une logique de guerre et qu'il est dans une logique de définir un ennemi pour le détruire complètement. Vous savez que la politique a été détruite comme l'art de définir un ennemi. C'est le théoricien Carl Schmitt qui, voilà,
qu'est-ce que la notion de politique? Qu'est-ce que la politique? C'est l'art de savoir définir un ennemi. Eh bien, le totalitarisme va jusqu'au bout de cette idée que la politique, c'est de se définir un ennemi, sauf que l'ennemi est à abattre, et à abattre complètement. Et de surcroît, il y a toujours un ennemi. Il y aura toujours un ennemi. Voilà. Parce qu'il est nécessaire pour que le système tienne. Donc, dans cette terreur-là, on aboutit finalement à la destruction de l'homme, à sa déshumanisation, à sa refonte complète, et c'est ce qu'on voit, finalement, la transformation de l'homme en numéro, c'est ce qu'on voit se réaliser dans le procès de Kafka. Alors, je ne rentre pas dans... Je vais vous parler très longtemps du totalitarisme, c'est un sujet qui me paraît essentiel, qui me passionne, mais je voudrais maintenant évoquer cette forme d'humanité, d'homme, et cette forme de personnage, pour ne pas dire de héros, qui est proposée par Kafka, et cette lecture de la loi qui est proposée par Kafka. C'est-à-dire que, j'ai dit que le procès a été écrit en 1914, 1915, donc on pourrait considérer que le premier système totalitaire commence en Union soviétique. Vous savez que le premier camp de concentration du début de la Révolution russe, c'est au tout début, fin 1917, 1918. Donc c'est évidemment pas des camps d'extermination, mais ce sont des camps où on parque les ennemis. Et au moment où Kafka écrit, on a cette manière d'entrevoir comment l'administration, la logique bureaucratique prend tout le pouvoir. Il y a dans le journal de Kafka, que je vous invite absolument à lire, c'est un chef-d'œuvre absolu, le journal de Kafka. On y trouve des débuts de romans, on y trouve des rêves, on y trouve... c'est vraiment extraordinaire. Et dans le journal de Kafka, il y a une phrase assez folle qui est le bureau exige tout de moi. À peu près. Comme si le bureau était une instance, si vous voulez. Comme si le bureau était pas une personne, mais en tout cas vraiment un système, et qu'il y avait des attentes. Et effectivement, et c'est pour ça que Kafka écrit dans un univers, Kafka écrit à Prague, vous savez, mais Prague est dans l'Empire austro-hongrois, il est même juif, dans une ville tchèque, et dans un empire, donc il est, si vous voulez, au confluent de différentes identités, vraiment dans une identité éclatée, et au centre d'une Europe cosmopolite. Donc, dans ce système, dans ce monde-là, la bureaucratie, et Kafka a travaillé, vous savez, à une forme de sécurité sociale italienne, donc je pourrais dire qu'il était assureur le jour et inquiéteur la nuit, parce qu'il écrivait la nuit, et que, en l'occurrence, il est confronté à ce devenir bureaucratique. Cette loi bureaucratique, qu'est-ce qui la caractérise? D'abord, le fait que il y a une manière strictement administrative, formelle, législative de considérer les phénomènes. Le reste n'entre pas en ligne de compte. Il y a un fonctionnement, si vous voulez, et ce fonctionnement est sans pourquoi. C'est le fonctionnement qui prime, et il n'y a pas, si vous voulez, de raison qui soit donnée, ça existe parce que ça existe. Il y a par exemple un texte de Kafka qui s'appelle La colonie pénitentiaire, et dans la colonie pénitentiaire, il y a une machine, et cette machine sert à tatouer sur le corps du condamné la loi qu'il a lui-même violée. Mais il ne peut pas lire ce qui est écrit, donc il ne sait pas. Il existe un autre nouvelle de Kafka qui décrit un objet, et cet objet, on ne sait pas à quoi il sert. Il y a un objet, mais c'est juste un... Voilà, c'est un objet. Alors, on sait que c'est un outil, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, si vous voulez, un fonctionnement sans pourquoi caractérise cette bureaucratie, et de surcroît, un espace-temps particulier. D'abord, un temps où c'est un temps total, c'est-à-dire un temps qui englobe, c'est pour ça que c'est un peu le temps du cauchemar, effectivement, un temps où les choses peuvent se passer instantanément ou s'étirer, donc un temps qui n'est plus le temps dont on a l'habitude. Ce n'est pas le temps simulé, le temps réglé, le temps. C'est un temps qui est en quelque sorte absorbé et qui englobe dans sa propre logique. J'ai parlé déjà de l'espace, c'est-à-dire cette manière d'être partout, de supprimer l'espace privé,
et cette manière aussi d'échapper en permanence. C'est-à-dire que c'est comme si tout se passait toujours à côté. Dans le procès de Kafka, vous avez vu la production du film, à un moment, Joseph K. est chez lui, au début, et puis un autre personnage arrive d'une porte extérieure et continue la conversation comme s'il y avait participé. Et puis, vous avez ce plan séquence, ça veut dire qu'on a ce plan qui est tourné, et les personnages tournent, et on a l'impression qu'ils surgissent, d'accord, et que Joseph K. est complètement cerné en permanence, et qu'il n'y a pas d'ailleurs. D'un côté, il n'y a pas d'ailleurs, mais en même temps, ça se passe toujours à côté. Ça se passe, c'est comme si on ne pouvait pas accéder au centre de la loi, et qu'il y avait une sorte de glissement perpétuel. C'est ce qui se passe dans la parabole devant la loi, vous avez vu au début du film, c'est-à-dire qu'il y a une porte de la loi, et il y a plusieurs portes de la loi avec des seuils. Et le gardien dit, même la troisième porte, le troisième gardien est beaucoup plus puissant que moi, etc. Donc c'est comme s'il y avait des seuils, mais qu'on n'arrivait jamais à franchir ces seuils, ou qu'un seuil cachait toujours un autre seuil. Bref, on n'arrive jamais au terme. C'est-à-dire qu'il y a une logique, logique de mouvement, c'est pour ça qu'il y a ce processus. Et par exemple, dans le troisième roman de Kafka, Le Château, vous savez, Kafka a écrit 3 romans, donc La mairie, qu'on appelle aussi Le Disparu, Le procès et Le Château. Le Château, c'est le dernier roman de Kafka qu'il écrit quand il est déjà vraiment très malade de la tuberculose. Et c'est un roman dont le personnage n'a plus que l'initiale comme nom, s'appelle K, même plus Joseph K, il s'appelle K, Kafka évidemment. Et quelle est la profession de ce personnage? Eh bien, il est arpenteur. Arpenteur. On peut la traduire par géomètre, mais arpenteur c'est plus juste, c'est-à-dire qu'il arpente. Arpenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer, et ça veut dire évidemment marcher. Et le personnage tente d'arriver au château, et il n'arrivera jamais au château. C'est-à-dire qu'il est dans un processus qui ne s'arrête pas, il marche, et comme dans le procès, on avance, et en même temps, on avance sans avancer. Donc, on est dans un temps particulier, et ce temps particulier est présenté d'ailleurs dans le roman par le peintre, en disant, voilà, il y a une temporalité qui est l'atermoiement illimité. L'atermoiement illimité. Ça veut dire qu'on va différer de façon illimitée. Voilà. Et l'atermoiement illimité fait que vous êtes dans une sorte de glissement comme ça du temps, mais vous n'atteignez jamais. Et vous ne savez pas si vous êtes condamné ou pas condamné, c'est qu'on diffère, si vous voulez, la sentence. Ça, c'est une première manière. Donc l'atermoiement illimité, c'est un temps de glissement, un temps infini, qui fait qu'on ne sait jamais si on sera condamné, pas condamné, etc. On est dans une espèce comme ça de suspens. Ce temps-là, c'est un temps où, d'un côté, il y a une culpabilité, et en même temps, c'est une culpabilité pleine de paradoxes. On ne sait pas pourquoi. Et en plus de cela, Joseph K., on dit qu'il est arrêté au début, mais il peut bouger comme il veut. Voilà. Il est arrêté, mais en fait, il est libre. Et on lui dit simplement qu'il est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire être arrêté? Là aussi, on est dans un univers où c'est comme si on était sur un plan du rêve, c'est un sens symbolique. Il est arrêté au sens où il est comme empêché. Pas seulement arrêté à arrestation, mais empêché, bloqué dans quelque chose. Et il est arrêté quand? Le jour de ses 30 ans. On avait dit qu'à l'année Joseph K., car un matin, sans qu'il n'ait jamais rien fait, il fut arrêté, comme bloqué. Donc il est bloqué d'une certaine manière, et en même temps, on ne lui donne pas la raison de sa condamnation. Il se présente à une convocation qu'il n'a pas reçue, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le tribunal, le procès envahit sa vie progressivement, et il devient totalement la matière de sa vie, comme un état totalitaire, si vous voulez. Ça envahit complètement sa vie, ça envahit son temps, ça envahit son espace, et qu'au bout d'un moment, les personnages du tribunal viennent dans son lieu de travail, viennent chez lui, comme on l'a vu, donc il y a une forme d'intrusion, si vous voulez, et envahissent tout, mais sans qu'il y ait de pourquoi. Et c'est là, si vous voulez, sur cette question de la loi, et du rapport à la loi de ce personnage, que je voudrais maintenant, vous dire quelque chose. Qu'est-ce que cette loi? Alors, cette loi est une loi qui est une loi sans fond, au sens où c'est une loi sans pourquoi. C'est-à-dire que c'est une loi qui est littéralement absurde, puisqu'elle peut procéder par contradiction, elle ne donne pas ses raisons, elle est en quelque sorte chargée de symboles qui sont vides. C'est-à-dire qu'en fait, on vous donne à lire quelque chose, vous savez que ça veut dire quelque chose, mais vous ne savez pas à quoi ça renvoie.
Ça se traduit chez Kafka de façon du style, par le style, je veux dire, de façon extrêmement forte. C'est-à-dire que, par exemple, au moment de l'arrestation on va prendre une scène d'un autre roman. Prenons une scène de l'Amérique. Prenons une scène du procès. Dans le procès, au début du procès, vous avez l'inspecteur qui joue avec une boîte d'allumettes. Il joue avec une boîte d'allumettes, il y a une attention extrême à ses gestes. D'accord? C'est comme si on était en train de vous dire, avec une loupe, que ce personnage avait une importance extrême et qu'il fallait vraiment regarder ce qu'il est en train de faire parce que ça avait une signification très importante. Mais on ne sait jamais à quoi ça renvoie. C'est comme si on vous donnait une loupe en vous disant « regarde là » et qu'au-delà du signe qui vous est donné, il n'y avait pas d'interprétation possible. Donc, cette manière, si vous voulez, d'absurdité, donc de déconnecter un phénomène et un sens, c'est ce qui participe de cette loi. C'est que vous avez une loi qui est formelle, qui ne renvoie pas à quelque chose. Ça, c'est une dimension, à mon avis, importante de cette loi et de cette absurdité. Évidemment, cette loi qui est totale, cette loi envahit tout, mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister maintenant, cette loi est une loi furieuse. C'est-à-dire que c'est une loi, on pourrait se dire que c'est une loi de la censure, une loi qui empêche, etc. Et en fait, on s'aperçoit que cette loi est animée par une sorte de désir furieux et que, finalement, elle est complètement chargée, non pas d'une moralité ou de principe, etc., mais elle est elle-même l'expression d'une forme de rage, de désir. Je m'explique. Par exemple, Joseph K. est dit très beau parce qu'il est accusé. Il est accusé, donc, toutes les femmes ont envie de lui. Il y a un personnage dans le roman qui couche avec tous les accusés. Le juge a sur son bureau, non pas des livres de loi, mais des livres pornographiques. C'est-à-dire que systématiquement, si vous voulez, la loi est associée au désir. Comme si la loi ne naissait pas d'une interdiction du désir, mais d'une sorte d'excès de désir. Une sorte de désir furieux, etc. D'accord? Vous savez, un peu comme quand il y a des discours moralisateurs, ils sont en train de s'offusquer de quelque chose qu'ils adorent regarder. Et ils vont se conclure dans des détails en disant « regardez, comme c'est... » Et évidemment, plus ils sont en train de dénoncer une chose, plus ils la commentent, et plus ils sont en train, en fait, de la savoir. Donc cette loi qui est une loi furieuse, et une loi qui finalement a une certaine obscénité, je parlais des livres pornographiques du juge, évidemment, le fait que Kafka dise que le juge a des livres pornographiques, c'est une manière de montrer que la loi n'est absolument pas un principe moral, mais qu'elle est simplement le masque d'un désir furieux qui va s'appliquer de façon destructrice. Finalement, cette loi intervient, et c'est en ça, si vous voulez, que la loi telle que Kafka la présente, à mon avis, vraiment rejoint la loi totalitaire. Elle intervient comme un principe qui non seulement dirige tout, mais qui est un principe également spectaculaire. C'est-à-dire qu'elle ne cesse de se mettre en spectacle. Vous savez qu'il y a un spectacle du totalitarisme, hein, des défilés au flambeau, vous savez, des représentations extrêmement virées du fascisme. Donc il y a toute une dimension extrêmement impressionnante et qu'on exhibe, si vous voulez, un pouvoir, on exhibe l'idéologie. Voilà. Cette dimension spectaculaire-là, eh bien, se retrouve absolument dans le procès de Kafka. C'est-à-dire que tout devient matière à voir et à être vu. Le procès est un spectacle. Avant même, je parlais du peintre, c'est un épisode très important, c'est pour ça que j'en parle plusieurs fois. Lorsque Joseph K. est chez le peintre, il y a des petites filles qui sont tout autour de la maison et qui regardent à travers les trous ce qui se passe. Il y a donc systématiquement dans les systèmes, si vous voulez, du voyeurisme, donc il y a non seulement pas d'espace privé, mais il y a comme une espèce de spectacle qui est généré, de spectacle total, et évidemment, à partir de là, le personnage qui est regardé n'a plus d'intimité, n'a plus d'espace intérieur. Donc, que peut-il faire, ce personnage? Eh bien, il ne peut que prendre la tangente. Et c'est là-dessus c'est à ça que je vais en arriver, sur cette figure-là, cet héroïsme particulier de la catastrophe, du moment totalitaire. En fait, au début, Joseph K. commence par se dire qu'il va prendre à bras-le-corps son procès, qu'il prend un avocat, et finalement, au début, alors qu'il apparaît très conquérant, il s'enlise complètement, il est dévoré, il n'arrive plus à travailler, il est complètement absorbé par son procès, et il y a comme une espèce d'effondrement. Mais en même temps, avant tout cet effondrement-là et cette implosion, ce personnage est un personnage de désir. C'est vraiment un personnage qui
prend son procès comme une espèce de traversée et où il rencontre tous ces différents personnages, il rencontre un avocat, bref. Donc là, on a vraiment l'idée que ce n'est pas simplement un personnage écrasé, ce qui serait une manière assez simple de voir, c'est-à-dire le héros kafkaïen est complètement écrasé par l'administration, par la bureaucratie. C'est un premier degré de lecture. Et un deuxième degré de lecture, c'est qu'il traverse, au sens où il traverse les tribunaux, il traverse les situations, et donc il est dans un mouvement. Et c'est peut-être là, avec tout son humour, ce que Kafka a à nous dire, sur ce héros de la catastrophe, c'est qu'en fait, l'issue, c'est la tangente. C'est une manière de prendre la tangente, de traverser. Alors certes, dans le procès, il y a une fin qui est une fin, pour le coup, vraiment catastrophique, puisque Joseph K. est exécuté, et comme un chien, c'est le dernier mot, hein, comme un chien, qui a une route, et il est égorgé par deux hommes qui sont venus le chercher. Le dernier chapitre ressemble au premier, puisque un an plus tard exactement, eh bien, on vient le chercher chez lui, de même qu'on l'avait arrêté. Et Joseph K, de surcroît, est habillé avec une veste noire, et comme un deuil, comme s'il portait déjà son propre deuil, comme s'il était déjà en deuil de lui-même, et comme s'il avait tellement intégré une culpabilité sans nom. Alors, on ne sait pas du tout de quoi Joseph K est coupable, ça n'est jamais dit, hein. C'est complètement opaque. Ce qui fait penser par exemple à une histoire qui est racontée par Michel Foucault sur la question de la vérité. C'est dans un groupe, c'est un système totalitaire, et on fait venir quelqu'un et on lui dit « écris toute ta vie, et absolument tout ». Et donc cette personne écrit toute la nuit, elle écrit pendant 10 heures, tout, 10 heures, 12 heures jusqu'au matin, et donne, et elle a tout avoué, tout. On criait ce qu'elle avait fait de pire, etc. Et l'officier qui lui a demandé d'écrire prend le document, sans le lire, le déchire et dit « recommence et dis la vérité ». Donc, si vous voulez, de toute façon, il y a une culpabilité essentielle qui fait que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est comme coupable par nature, mais sans que ce soit attribué. Donc, disais-je, dans le roman, Joseph K, lui, aboutit à cette fin, parce qu'il est comme écrasé par le tribunal, écrasé par la loi, et je le disais, il porte cette veste noire, comme s'il avait déjà conscience que c'était un sacrifice, puisque c'est effectivement comme ça que c'est présenté, il est sacrifié. Mais avant cela, et on s'est beaucoup interrogé, c'est pour ça que je vous en parle, on s'est beaucoup interrogé sur l'ordre des chapitres. Les chapitres ne sont pas numérotés, et vous savez peut-être que Kafka avait demandé à ce que tous ces romans soient décrits. Il a fait une note à son exécuteur testamentaire, qui était son ami Max Brod, et il a dit « Je te demande de brûler tout ce que tu as de moi. Toutes mes lettres, tous mes écrits, tous mes carnets, à la mort, je ne veux qu'il ne reste rien, tu brûles tout. » Si Max Brod avait obéi, nous n'avons jamais eu le procès, le château, la mairie, rien, etc. Heureusement, il a désobéi, il a publié, contre la volonté de Kafka, l'ensemble de ses écrits. À propos du procès, que la seule chose publiée du vivant de Kafka, ce sont les 2 pages avec Histoire devant la loi. Le reste, il considérait que ça n'était pas digne d'être publié. Ces 2 pages, qu'il appelait la parabole, eh bien, cette parabole-là, il considérait qu'elle était le cœur même de son roman et qu'elle disait l'essentiel. Or, que raconte cette histoire? C'est pour ça qu'on parle de tangente et de point de vue, d'exécution. Eh bien, cette histoire raconte, eh bien, je vais vous la lire. Vous l'avez vu au début, mais je vais vous la lire parce que il me semble important que vous l'entendiez au-delà de ce qui vous est présenté dans le film, parce que c'est un peu plus long. Ça s'appelle « Devant la cathédrale ». Tu te fais des illusions sur le tribunal, dit le prêtre. Dans les textes introductifs de la loi, il est écrit ceci quant à cette illusion. Devant la porte de la loi se tient un gardien. Ce gardien voit arriver un homme de la campagne qui sollicite accès à la loi. Mais le gardien dit qu'il ne peut le laisser entrer maintenant. L'homme réfléchit, puis demande si alors il pourra entrer plus tard. C'est possible, dit le gardien, mais pas maintenant. Comme la grande porte de la loi est ouverte comme toujours, le gardien s'écarte. L'homme se penche pour regarder à l'intérieur. Quand le gardien s'en aperçoit, il rit et il dit « Si tu es tellement attiré, essaie donc d'entrer en dépit de mon interdiction. Mais sache que je suis puissant, et je ne suis que le dernier des gardiens. De salle en salle, il y a des gardiens de plus en plus puissants.
La vue du troisième est déjà insupportable même pour moi. L'homme de la campagne ne s'attendait pas à de telles difficultés. La loi, ça c'est très important, est pourtant censée être accessible à tous, à tout moment. Et en examinant de plus près le gardien dans sa pelisse, avec son grand nez pointu, sa longue barbe de tartare maigre et noire, il se résout à attendre tout de même qu'on lui donne la permission. Le gardien lui donne un tabouret et le fait asseoir à côté près de la porte. Il y reste des jours, des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être admis et fatigue le gardien par ses prières. Le gardien lui fait fréquemment subir de petits interrogatoires, lui pose toutes sortes de questions sur son pays et sur bien d'autres choses, mais ce sont des questions posées avec indifférence, comme le font des gens importants. Et il conclut à chaque fois en disant qu'il ne peut toujours pas le laisser entrer. L'homme, qui s'est muni de beaucoup de choses pour ce voyage, les utilise toutes, si précieuses soient-elles, pour soudoyer le gardien. Celui-ci accepte bien tout, mais en disant « J'accepte uniquement pour que je sois sûr de ne rien avoir négligé. » Pendant toutes ces années, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Il oublie les autres gardiens et ce premier gardien lui semble être l'unique obstacle qui l'empêche d'accéder à la loi. Il maudit le hasard malheureux à voix haute et sans repli les premières années. Par la suite, avec l'âge, il ne fait plus que grommeler dans un coin. Il retourne en enfance. Et tutant le gardien depuis des années, il connaît même les puces de son corps en fourrure. Et il supplie jusqu'à ses puces de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue baisse et il ne sait pas s'il fait réellement plus sombre autour de lui, ou bien si ce sont seulement ses yeux qui le trouvent. Il distingue bien dans l'obscurité une lueur que rien n'éteint et qui passe par la porte de la loi. Alors il n'a plus longtemps à vivre. Avant qu'il meure, toute l'expérience de tout ce temps passé afflue dans sa tête et prend la forme d'une question que jamais jusque-là il n'a posée au gardien. Il lui fait signe d'approcher car il ne peut plus redresser son corps de plus en plus engourdi. Le gardien doit se pencher de haut car la différence de taille entre eux s'est accentuée nettement au détriment de l'homme. Qu'est-ce que tu veux encore savoir, dit le gardien? Tu es insatiable, n'est-ce pas, dit l'homme. Tout le monde voudrait tant approcher la loi. Comment se fait-il qu'au cours de toutes ces années, il n'y a eu que moi qui demande à entrer? Le gardien se rend compte alors que c'est la fin. Et pour frapper encore son oreille affaiblie, il hurle. Personne d'autre n'avait le droit d'entrer par ici, car cette porte était destinée à toi seul. Maintenant je pars et je vais la fermer. Le texte que quelqu'un a appelé la parabole devant la loi et suit derrière, je vous invite à les lire, je ne vais pas vous les lire, ce serait trop long, mais près d'une dizaine de pages d'interprétation. Pendant 10 pages, le prêtre et Joseph K. discutent de ce que veut dire cette histoire. Première question, première remarque de K. Le gardien a donc trompé cet homme. Le prêtre répond ne va pas trop vite. Donc, vous pourrez lire ces interprétations, mais que signifie cette histoire? Signifie-t-elle qu'il fallait franchir la porte et que l'homme a eu tort d'attendre? Signifie-t-elle qu'il faut toujours obéir à la loi jusqu'à en mourir? Que signifie le fait que cette porte était destinée qu'à lui et qu'elle était ouverte, etc. Donc, c'est une sorte de vertige, si vous voulez, qui est proposé ici, vertige qui est provoqué par cette loi, qui est une loi qui s'applique, enfin, qui cloue cet homme ici et qui l'arrête dans son chemin. Eh bien, cet homme devant la loi, qui s'est ici arrêté, c'est d'une certaine manière un peu l'inverse de Joseph K, qui lui ne cesse d'avancer, je le disais, de traverser, de prendre la tangente, même si sa conclusion est fatale. Et je vous le disais, avant de revenir à cette parabole, eh bien, on ne sait pas quel est l'ordre des chapitres. Non. On a trouvé la pile avec simplement un titre par chapitre, donc il est possible, d'ailleurs, il a été dit que la fin avait été écrite en fait au début. Et que finalement, l'ordre qui était proposé n'était pas nécessairement l'ordre d'écriture. C'était d'abord la fin, et puis ensuite, on revenait. Comme si, d'une certaine manière, ce personnage échappait toujours. Alors, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est-à-dire que ce héros de la catastrophe, qui est un héros qu'on pourrait considérer comme écrasé par une loi totale, par un système totalitaire, par une loi absurde, qui a traversé ces cataclysmes avec toutes les crises qu'elles impliquent, toutes les crises que les catastrophes impliquent, crise de sens, crise de valeur, crise de héros, etc. Avec ce système qui est partout, le tribunal est partout. Eh bien, en même temps, une manière de survivre et de le traverser, et de réinventer un héroïne, c'est à mon avis le geste de Kafka qui est un geste d'écriture, d'ironie, d'humour, une manière, si vous voulez, de transformer le regard et
de s'enfuir. Et c'est d'ailleurs ce que fera Orson Welles, je vous en parlerai la prochaine fois, lorsqu'il reprendra cette histoire-là, mais pour donner une autre conclusion, non pas l'implosion du sujet, non pas finalement une bagarre de tangente qui se termine mal, mais un sursaut. Et ceci est une autre histoire que nous verrons la prochaine fois.